Il y a quelque chose que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ne disent jamais dans leurs conditions d'utilisation. Elles vous donnent un accès, un profil, une audience, des outils pour créer, partager et interagir. Et avec tout ça, elles vous donnent aussi quelque chose d'autre. Elles vous donnent une foule, une audience. Et une foule, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un public, ça peut être une communauté, ou ça peut être des gens qui vous soutiennent, vous suivent et qui vous aident à exister. Mais une foule, parfois, ça peut devenir une arme. Ce soir, pour le plus bas de cet iceberg, je vais vous présenter 4 cas où la foule qui a été donnée par des réseaux sociaux à leurs utilisateurs est allée beaucoup trop loin. Bienvenue dans le dernier épisode des pires déviances des réseaux sociaux, épisode numéro 3. Imaginez que vous êtes en train de faire ce que vous faites tous les soirs depuis des années. Vous êtes assis devant votre ordinateur. Vous jouez à un jeu. Allez, RuneScape. Vous avez 63 ans et vous avez découvert ce jeu un peu plus tard que la plupart des gens. Mais vous l'aimez vraiment, ce jeu, vous y tenez. Vous avez construit une petite communauté sur Twitch en streamant en direct. Des gens qui viennent vous regarder, un monsieur un petit peu âgé, jouer et qui aiment votre énergie tranquille et votre sérieux. Cette personne avait un pseudonyme. RS Gloryland Gold. Puis un soir de 2016, votre chat Twitch commence à devenir bizarre. Des messages que vous ne comprenez pas tout de suite, des gens qui vous appellent par des noms offensants, des accusations, des menaces et des milliers de messages en quelques minutes. Vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe, vous n'êtes au courant de rien, mais vous voyez votre messagerie Twitch, en l'occurrence, se faire spammer de messages. Et ces messages, c'est pas n'importe quoi. C'est des messages qui accusent la personne en question d'être un pédocriminel. Et c'est arrivé parce que quelqu'un vient de désigner le streamer en question devant plus de 3 millions de personnes comme étant un pédocriminel avéré. Sauf que la personne qui a pointé RS Gloryland Gold comme étant un pédophile condamné s'est complètement trompée. Et l'histoire est effrayante. Ça, c'est Daniel Kim, alias Kimstar, et c'est le créateur de Drama Alert. C'est une chaîne YouTube de news et de drama de la communauté gaming principalement, et à son pic, 5 à 6 millions d'abonnés. Le format, il est simple. Kimstar présente les dernières controverses du monde du streaming et du gaming en vidéo, souvent de façon agressive, toujours rapide et toujours très cinglant. Le modèle fonctionne très bien parce que la communauté YouTube Gaming est friande de drama. Et Drama Alert, c'est devenu l'une des sources principales de ce drama. En gros, la plupart du temps, les gens que Kimstar désigne, donc il met littéralement une cible à abattre sur certaines personnes qui font partie de drama dans la communauté, eh bien ces gens-là, ça se passe souvent mal pour eux. En tout cas, ça finit mal pour eux. De manière générale, ce que Kimstar dit devient instantanément viral dans la communauté. Son audience ne consomme pas l'information, elle consomme la réaction. Et la réaction d'une foule de plusieurs millions de personnes, oui parce qu'il avait presque 6 millions d'abonnés, eh bien ça peut aller très très vite. Et du coup, je fais pont avec ce que je vous ai dit au début. En 2016, c'est un homme du nom de John Phillips qui est condamné pour avoir utilisé RuneScape pour approcher des enfants à des fins terrifiantes. L'affaire est réelle, John Phillips est coupable et le fait qu'un prédateur ait utilisé RuneScape, c'est un jeu massivement populaire comme terrain de chasse, et bien ça c'est une information que la communauté gaming a besoin de connaître. Ça, oui, je suis complètement d'accord. Les choses doivent être dénoncées et punies, certes. Et donc, eh bien, Kimstar a reçu ces informations sur son bureau, entre guillemets. Il a reçu les informations vis-à-vis de ce criminel avec des photos, avec des pseudos, et ça a déraillé complètement. Kimstar a bien reçu une photo avec des éléments identifiant Phillips. Mais le problème, c'est que Kimstar, quand il regarde la photo et qu'il a comparé avec le profil Twitch de Tony Winchester, donc l'homme de 63 ans dont je vous ai fait mention au début, eh bien Kimstar va de lui-même décider que c'est le même homme. Oui, juste avec une photo et un profil Twitch et un live d'une personne de 63 ans, Kimstar va dire ok, la personne sur la photo, le pédocriminel, c'est lui qui est en train de streamer, c'est complètement lui, devant plus de 3 millions de personnes qui ont vu sa vidéo. Alors que, spoiler alert, c'était pas du tout lui, mais pas du tout. Donc oui, Tony Winchester et John Phillips sont deux hommes absolument différents. C'est deux caucasiens d'une 60aine d'années, c'est tout. Et ils jouaient tous les deux à RuneScape. C'est la seule chose qu'ils avaient en commun. Et pour Kimstar, devant 3 millions de personnes, cette ressemblance superficielle a suffi. Sa vidéo sort, le titre implique que RS Gloryland Gold, donc Tony Winchester, est un pédophile condamné qui a utilisé RuneScape pour cibler des enfants. Et c'est rapidement une spirale de descente aux enfers qui est arrivée à Tony Winchester
Winchester juste après la vidéo de Keemstar. Quelques jours plus tard, Tony Winchester stream comme d'habitude et son chat se remplit. Et se remplit beaucoup plus que d'habitude. Des milliers de messages. Des gens qui le traitent de monstre, qui le menacent, qui veulent doxer son adresse, son téléphone, ses infos personnelles pour tout rendre public. Et au début, évidemment que Tony ne comprend pas ce qu'il se passe. Il n'est pas habitué à ça, il ne connaît pas Drama Alert et tout va tellement vite que ça va déraper pour Tony. Il ne connaît pas Drama Alert, il n'est pas au courant de ce qu'il se passe, évidemment que non. Et donc, voir toute cette déferlante de haine lui tomber dessus, alors que lui n'a rien à se reprocher et qui n'est même pas au courant de la vidéo de Keemstar, eh bien, c'est trop. En live, il se justifie, il essaye de se justifier, sa voix tremble, il commence à fondre en larmes en direct et le live va couper. Sauf que avant que le live de Tony coupe, il y a eu plusieurs minutes et ces plusieurs minutes sont devenues une vidéo qui a été enregistrée par d'autres utilisateurs. La vidéo de ce moment a largement circulé. Un homme de 63 ans, en larmes, en direct, incompréhensif face à une accusation qu'il ne mérite pas, avec des milliers de personnes qui continuent de le cibler. Et le problème, c'est que pendant ce temps, eh bien, la vidéo de Keemstar, elle continue de tourner. L'algorithme YouTube la booste, elle génère de l'engagement, des commentaires et beaucoup de partages. Et c'est exactement le type de contenu que la plateforme est conçue pour amplifier. Dans les jours qui suivirent, la vérité va vite émerger. Tony Winchester prouve son identité, il n'est pas John Phillips, il ne l'a jamais été et Keemstar va le confirmer. Alors, Keemstar, il va s'excuser publiquement. Après ça, il va renvoyer un de ses éditeurs qui a fait le montage pour sa vidéo et il va proposer à Tony le dédommagement de la modique somme de $1000. Évidemment que Tony a refusé l'argent et malgré tout, quelques semaines plus tard, il a pardonné à Keemstar ce qu'il lui a fait. Ce qui s'est passé avec Tony Winchester, c'est pas vraiment un accident isolé, c'est plutôt une démonstration de ce que la foule et une plateforme bien utilisée permet de faire en quelques jours. On peut détruire quelqu'un en quelques heures à peine en envoyant la foule au mauvais endroit au mauvais moment. YouTube a fourni à Keemstar une audience de millions de personnes, YouTube a amplifié sa vidéo parce qu'elle marchait bien, et le problème c'est que YouTube n'a pas de mécanisme pour vérifier une telle accusation, et c'était trop tard. Et le truc c'est que YouTube n'a pas retiré la vidéo pendant les heures où elle a fait le plus de dommages, parce qu'au moment où quelqu'un aurait pu réagir, Tony avait déjà pleuré en direct devant des milliers de personnes, et son clip circulait déjà partout. Et le cas là en particulier, de la part de Keemstar, vers Tony, c'est pas un cas isolé. Keemstar l'a déjà fait sur un joueur de Minecraft. Encore une fois, c'était une erreur. Et encore une fois, il a vraiment fait du mal à quelqu'un. En tout cas, moralement. Mais le mal est fait. Il y a par exemple le cas de Bashur, c'est un youtubeur Minecraft dont la carrière n'a pas survécu aux fausses accusations. Il y a le cas de Tobuscus qui a traversé une crise psychologique documentée après avoir été ciblé par Keemstar, et des dizaines d'autres plus petits que personne ne connaît encore aujourd'hui. C'est pas YouTube qui a pointé Tony du doigt, mais c'est YouTube qui a construit le mégaphone. Boogie 2988. Le 28 septembre 2021, un homme sort de chez lui avec une arme de poing. Cet homme s'appelle Steven Williams et vous le connaissez peut-être sous le nom de Boogie2988. C'est un créateur YouTube américain de gaming et de vlog qui possède des millions d'abonnés et qui est notamment connu pour sa bienveillance, son humour et son alter ego prénommé Francis qui explose de rage contre les jeux vidéo. Et quand il sort de chez lui avec son arme, il y a quelqu'un en face de lui. Un homme qui s'appelle Frank Hassel. C'est un ex-youtubeur banni de la plateforme pour harcèlement, qui gère maintenant une chaîne sur d'autres plateformes où il filme des gens qu'il harcèle dans la rue. Frank filme ses harcèlements en direct. Et depuis des semaines, sur Twitter, Frank a annoncé qu'il allait se rendre chez Boogie pour venir le harceler, pour venir l'embêter, pour venir lui faire du mal. Il a bien précisé qu'il allait se pointer à son domicile de Fayetteville dans l'Arkansas. Et il est là. La scène a été filmée, elle a circulé partout. Et ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est comment on en est arrivé là. Boogie2988, il a commencé sur YouTube autour de 2009. Son personnage, comme je vous l'ai dit, Francis, c'est son alter ego, c'est un adulte obèse qui casse des manettes en hurlant sur des jeux. Et ça, c'est devenu viral. C'était sa marque de fabrique. Sa sincérité sur des sujets difficiles, son enfance abusive, son poids, sa santé mentale, tout ça, ça lui a construit une audience fidèle et affectueuse. Mais le problème, c'est que cette même sincérité, cette même ouverture d'esprit et cette même bienveillance, en plus du partage assez régulier de sa vie et de ce qu'il fait, ça a créé quelque chose d'autre que seulement
Si on creuse un petit peu et qu'on va sur Reddit, il y a un subreddit qui a été créé. Ce subreddit est appelé r Samandtalkie. En apparence, c'est une communauté de critiques de créateurs YouTube, mais en vérité, c'est décrit par de nombreux observateurs comme ce que l'on pourrait décrire par une infrastructure organisée de harcèlement en ligne avec Boogie2988 comme cible principale. Des utilisateurs y analysaient chaque vidéo, chaque tweet, chaque apparition publique pour y trouver des contradictions, des mensonges, des comportements problématiques, et certains allaient plus loin que simplement éplucher ces réseaux sociaux. Et là, vous me voyez arriver. Frank Hassel, donc la personne qui, quelques jours plus tard, sera sur son perron presque en face de chez Boogie, eh bien, il était presque à la tête de ce subreddit, évidemment. Il était lié de très près à cet écosystème malsain. Son canal était dédié en partie à filmer et à humilier Boogie. Il tweetait des menaces, il partageait sa localisation près de la maison de Boogie et il avait, comme je vous l'ai dit, menacé de se présenter physiquement. Tout ça, c'était public, c'était documenté et c'était facilement trouvable sur les réseaux. YouTube n'a pas banni Frank Hassel pour le contenu. Il a été banni pour un contenu non lié au cas de Boogie, parce que Twitch n'existait pas comme terrain de ces interactions. C'était Twitter, où se jouait une grande partie de la dynamique. Et Twitter, ils n'ont absolument rien fait par rapport à tout ce que disait Frank vis-à-vis de Boogie. Donc, il partageait sa localisation devant chez lui, il le menaçait, il disait qu'il allait venir chez lui en personne, et Twitter/X n'ont rien acté du tout. Dans les jours qui précèdent l'incident du 28 septembre 2020, Boogie et Frank Hassel ont participé ensemble à une interview sur Drama Alert, le fameux show de Keemstar dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'était une décision de Boogie qui a surpris beaucoup de gens. Et pendant cette interview non diffusée, Boogie aurait dit 5 fois à Frank Hassel qu'il l'abattrait s'il mettait les pieds sur sa propriété. Le lendemain, Frank Hassel tweet une photo de lui à Fayetteville, donc la ville de Boogie. Puis il se rend à son domicile. Il frappe à la porte, il filme avec une caméra GoPro. Boogie ouvre la porte, Boogie tient une arme et la conversation qui s'ensuit a été filmée. Frank demande à Boogie de lui tirer dessus. Boogie tire une première fois en l'air, un tir de semonce comme il le dira. La police arrive et un mandat d'arrêt pour agression aggravée va être émis contre Boogie. Il annonce qu'il va coopérer. Vice, le média très connu qui a relaté les faits, a dit que tout ce qui s'est passé, tout ce que je viens de vous narrer, est chronologiquement arrivé exactement comme ça. Et donc, Boogie dit bien avoir ouvert la porte, Boogie dit bien avoir tiré en l'air, mais l'histoire de Boogie ne s'arrête pas là, elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En 2020, c'est une fuite de messages privés qui a révélé quelque chose de troublant. Boogie avait confié à des interlocuteurs en privé avoir inventé un incident de swatting. Ces situations où quelqu'un appelle faussement la police pour faire intervenir une unité au domicile de la personne ciblée. Le swatting, c'est un phénomène réel et dangereux, et Boogie l'a utilisé comme narratif pour attirer de la sympathie à son égard. Et d'ailleurs, dans ses messages privés, que Boogie a lui-même confirmé comme étant authentiques, il a écrit mot pour mot. Est-ce que je devrais finalement vous dire la vérité, ou je devrais continuer à exploiter ce filon ? Oui, il parle bien de ses mises en scène. Et le problème ici, c'est que c'est pas anodin ce qu'il dit là. Ça fait des années et des années que Boogie prend ces harceleurs et toutes ces situations qui lui arrivent, donc des swatting, des harcèlements, pour avoir de la sympathie de son public. Sauf que il a avoué, complètement avoué, même pas à demi-mot, mais pour de bon, qu'il a mis en scène beaucoup de choses et que beaucoup de choses sont fausses pour avoir cette sympathie de la part de son public. C'est pas anodin, c'est un créateur qui, pendant des années, a présenté sa relation avec ses harceleurs comme une sorte de persécution unilatérale, et qui, dans le même temps, utilisait cette narrative pour sa propre gestion d'image. Ce que la plateforme a permis ici, c'est une chose précise. C'est un environnement où la détresse d'un créateur est à la fois réelle, il y a eu un petit peu d'harcèlement, il y a eu un petit peu de menaces physiques, certes, une vraie balle tirée en l'air même, et simultanément, tout a été instrumentalisé, parfois par les harceleurs, et parfois par la victime elle-même. Et c'est ça le problème. Parce que la plateforme récompense l'intensité, le conflit génère de l'engagement, et la victime génère de la sympathie. Et la sympathie sur YouTube, bien souvent, ça se convertit en vues. Et ces vues se convertissent en argent. La DMCA Storm. Retournons dans les années 2020. Un matin d'octobre 2020, des milliers de streamers Twitch ouvrent leur boîte mail. Ils ont tous reçu un email de Twitch. Un email qui dit que certains de leurs contenus ont été identifiés comme violant des droits d'auteur musicaux et que Twitch a supprimé tous ces contenus. Mais ça reste très vague. L'email de Twitch ne dit pas
quelle chanson, ne dit pas quel contenu, et au final, il n'y a presque aucune information. Ils savent seulement que certains de leurs contenus ont été supprimés. L'email dit aussi que les créateurs auraient 3 jours pour passer en revue toutes leurs archives et supprimer eux-mêmes tout ce qui pourrait poser problème. Sinon, 3 strikes et un ban permanent. Des milliers de streamers se retrouvent face à la même équation impossible. Comment vous voulez aller dans des années de contenu en archive, des centaines, voire des milliers d'heures de stream pour trouver une chanson? Dans quel clip, à quel moment, quelle chanson exactement? Twitch ne leur a rien dit. Et là, c'était le bouton de panique qui a été appuyé. Certains ont passé des jours et des nuits suite à ce message parce qu'ils n'avaient que 3 jours pour trouver quelle partie de stream avait eu ce problème de copyright. Mais quand il y a des centaines d'heures d'enregistrées, quand il y a des milliers d'heures d'enregistrées, eh bien, pour repasser sur tout ça, il faut des centaines d'heures. Et désolé de vous l'apprendre, mais il n'y en a que 24 dans une journée. Pour comprendre l'ampleur de la crise d'octobre 2020, il faut revenir quelques mois en arrière. En mai 2020, Twitch commence à recevoir un volume inhabituellement élevé de demandes de retrait DMCA. En gros, le DMCA, c'est les Digital Millennium Copyright Acts, c'est vraiment tout ce qui touche au copyright. C'est un mécanisme légal américain qui permet aux détenteurs de droits d'auteur de demander le retrait de contenus qui utilisent leur propriété intellectuelle sans autorisation. C'est un peu complexe, mais en gros, c'est vraiment une question de droit d'auteur. Et les personnes qui sont à l'origine de toutes ces demandes de copyright sont RIAA en tête, la Recording Industry Association of America, et elle ne cible pas des streams en direct où la musique est jouée en ce moment. Elle cible des clips archivés, des VOD, des contenus de 2017, 2018, 2019, soit 3 ou 4 ans auparavant. Des moments où un streamer jouait par exemple à un jeu vidéo avec de la musique en fond, ou alors qu'il écoutait Spotify pendant un stream, ou simplement passait dans un endroit où la musique se jouait. Évidemment que c'est presque impossible à retrouver, et évidemment qu'il y a une raison derrière laquelle ces grosses têtes d'affiche veulent vraiment lancer tous ces copyrights sur ces personnes sur Twitch à ce moment-là. Mais j'y viens. Un petit peu après ça, Twitch va faire un tweet officiel en juin 2020 et ils vont confirmer que c'est la première fois que la plateforme reçoit autant de demandes DMCA en masse contre des clips. Avant 2020, moins de 50 demandes liées à la musique par an, c'était à peu près la norme. À partir de 2020, des milliers par semaine. Quelque chose a vraiment changé dans la stratégie de l'industrie musicale et les labels ont soudainement décidé d'actionner le mécanisme légal qu'ils n'utilisaient pas vraiment contre les streamers du jour au lendemain. Et Twitch s'est vu prendre en étau dans cette tempête légale et quelque part, ils ne pouvaient pas refuser parce qu'ils devaient se protéger eux-mêmes tout autant que leurs créateurs. Le 20 octobre 2020, Twitch envoie le fameux email que je vous ai dit et des milliers de streamers reçoivent une notification générique. Du contenu a été supprimé et vous avez 3 jours. Pas d'outils pour identifier quel clip, pas d'outils pour faire du retrait en masse, pas de possibilité de contester non plus, juste en gros, démerdez-vous. Et là, certains streamers vont commencer à documenter ce qu'ils font. L'un d'eux s'appelle Dr Lupo, c'est un streamer connu avec plusieurs millions d'abonnés et qui décide de prendre la décision la plus radicale de sa carrière, tout effacer. Il va lancer un stream qu'il va appeler The Purge, la purge en français. Et en gros, eh bien, il y a un outil tiers qui est connecté à son Twitch qui vient supprimer tous ces clips qui font moins de 5000 vues. Et quand je vous dis tous ces clips, je parle pas de 100 clips, je parle pas de 500 clips, je parle pas de 1000 clips, je parle de 740 000 clips que Dr Lupo a supprimé sur sa chaîne Twitch. Il aura passé 14 heures avec son outil à tout supprimer. Et vous vous doutez que 740 000 clips supprimés, ça fait beaucoup. Ce sont là des années de streaming, des milliers d'heures, des moments uniques, des parties mémorables, des interactions avec ses abonnés, des blagues qui ne reviendront jamais. Tout ça parti en fumée. Parce que dans chacun de ces clips, à un moment ou un autre, de la musique avait peut-être été jouée en fond. Et Dr Lupo n'était pas le seul. Des dizaines et des centaines d'autres streamers ont fait la même chose. Et donc la conclusion, c'est que pour des grands streamers comme Dr Lupo, cette purge elle fait mal. Elle fait très très mal parce que c'est pas seulement des heures de stream qui sont supprimées, c'est énormément de souvenirs, c'est une bibliothèque, c'est comme un youtubeur très connu qui devrait supprimer toutes ses anciennes vidéos, ça fait mal. Et sur le tas, Twitch a documenté un cas plutôt particulier. En effet, certains contrats de sponsoring exigent que le contenu sponsorisé reste accessible sur la chaîne du créateur. Par exemple, un streamer qui a fait une campagne pour une marque en 2018 avec de la musique en arrière-plan et qui va supprimer ce clip viole potentiellement son contrat. Il perd non seulement l'archive, mais potentiellement le partenariat avec des risques légaux qui arrivent derrière.
Et il y a une ironie lourde dans tout ça. La musique qui posait problème, celle qui avait été détectée dans les clips de 2017 à 2019, n'était pas forcément choisie par les streamers. Le plus souvent, c'était de la musique qui jouait en fond dans les jeux vidéo eux-mêmes. Des bandes son que des studios avaient licenciées auprès des labels, mais qui n'avaient pas prévu que quelqu'un streamerait ces jeux pendant des heures avec la musique activée. En novembre 2020, soit un petit peu plus tard, Twitch poste en ligne ses excuses officielles à tous les streamers qui ont été touchés par cette purge. Et en même temps, la plateforme admet qu'elle aurait dû, il y a bien longtemps, créer des outils pour aider justement tous ces créateurs, déjà vis-à-vis des copyrights, mais aussi pour pouvoir effacer beaucoup de clips d'un coup. Parce que la tâche, elle était vraiment chronophage. Surtout pour les streamers qui avaient des centaines de milliers d'heures enregistrées sur leur compte Twitch. Le cas de la DMCA est un petit peu différent des autres. Personne n'a vraiment harcelé personne. Il n'y a pas eu de foule en colère, il n'y a pas eu d'accusation, ni rien de tout ça. Mais l'arme ici, c'est un mécanisme légal, le DMCA, est utilisé à une échelle et à une vitesse que les plateformes n'ont jamais pu anticiper. Et la foule, ici, ce sont les labels musicaux et leurs représentants légaux qui ont envoyé des milliers de notifications par semaine de manière automatisée. Et le résultat concret, eh bien, des milliers de créateurs qui ont perdu une partie ou la totalité de leurs archives, sans possibilité de recours et sans même savoir précisément ce qu'on leur reprochait, parce que personne n'a vraiment su quelle musique devait être retirée. Amourante. Le 15 octobre 2022, à une heure avancée de la nuit, une streameuse Twitch lance son stream comme à son habitude. Je vous présente Caitlyn Siragusa. Vous la connaissez très probablement sous le nom d'Amourante. Plusieurs millions d'abonnés sur Twitch, des millions sur YouTube, et c'est une des streameuses, à ce moment-là, les plus regardées de toute la plateforme. Et son succès est autant financier parce qu'elle génère, d'après ses déclarations qu'elle a bien mis en avant, plus d'1 million de dollars par mois avec ses activités YouTube et Twitch. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce que pendant des années, une partie de la communauté gaming l'a harcelée. Des campagnes organisées pour la faire bannir, des raids de haine sur ses streams, des milliers de messages négatifs, de la misogynie systématique, des accusations de manipulation, bref, et énormément de demandes répétées à Twitch pour la supprimer de la plateforme. Et le soir du 15 octobre 2022, la plateforme Twitch va prendre un tournant que personne n'a pu venir. Ça commence simplement. En direct, le téléphone d'Amourante va sonner. Elle va répondre au téléphone et de l'autre côté de la ligne, on entend une voix masculine qui crie. Et ce qui va se passer dans les heures qui suivent va circuler dans des centaines de clips à travers tout Internet. Amourante ne pouvait pas garder le secret plus longtemps. Elle révèle en direct qu'elle est mariée et c'est la première fois qu'elle le dit publiquement parce que, explique-t-elle, son mari lui avait demandé de cacher leur mariage pour des raisons commerciales parce que l'image d'une femme disponible était plus rentable d'après lui. Elle va montrer rapidement des messages textes de son mari à son audience et ces SMS menacent de dépenser 500 000 $ de revenus si elle ne répond pas. Et ces revenus, ce sont ceux d'Amourante évidemment. Son mari la menace aussi de supprimer ses comptes des réseaux sociaux et on voit aussi une énorme flopée d'insultes. Elle dit, pour se justifier, pour expliquer un petit peu la situation, que son mari, donc Nick Lee, je vais vous montrer une photo juste après, gère toutes ses finances. Mais elle dit aussi qu'il contrôle ses décisions de streaming, qu'il décide combien de temps elle va streamer et quand, et qu'il a menacé de tuer ses chiens si elle n'obéissait pas. Et on voit rapidement un clip qui circule où on l'entend demander au téléphone « Pourquoi est-ce que t'as dit que tu allais tuer mes chiens ?» Et la réponse audible de son mari, c'est « Est-ce que tu m'écoutes ou pas ? Si tu ne m'écoutes pas, fous le camp !» Et le stream se termine abruptement après cet échange téléphonique. Le 17 octobre, elle essaye de streamer à nouveau. Cette fois-ci, quelqu'un appelle la police. Des officiers se rendent chez elle et le stream est rapidement coupé. Quelques heures plus tard, elle revient. Elle dit qu'elle a récupéré l'accès à ses comptes et à ses finances, que son mari n'est plus là et qu'elle cherche actuellement un soutien juridique et psychologique. Elle dit à tout le monde qu'elle est enfin libre. Et voilà ce qu'on sait maintenant sur la situation d'Amourante. Pendant des années, elle streamait sous une énorme contrainte que personne ne pouvait voir. Son mari décidait de son planning, de son image, du contenu qu'elle produisait, et son mariage était un secret parce que l'illusion de disponibilité était, d'après son mari, un élément central de leur business model. Les deux plateformes principales d'Amourante étaient Twitch et OnlyFans, et c'était le terrain sur lequel cet abus s'exerçait et générait beaucoup d'argent. Amourante avait été bannie à plusieurs reprises de Twitch et chaque ban avait alimenté des discussions en ligne sur son contenu, sur ses méthodes et sur sa présence sur la plateforme. D'ailleurs, une partie de la communauté gaming avait fait sa suppression de Twitch un objectif récurrent.
Mais le problème ici, et ce que personne ne pouvait savoir, attention ça ne justifie rien, c'est que toutes ces attaques envers Amourante visaient une personne, donc Amourante, qui était déjà dans énormément de problèmes de l'autre côté de la caméra, hors caméra. Mais ça, les gens ne pouvaient pas le savoir. Je me répète, ça n'excuse rien du tout. Ces campagnes de haine envers Amourante visaient quelqu'un dont les décisions de contenu n'étaient pas les siennes, que derrière chaque stream il y avait un homme, son mari, qui décidait ce qu'elle faisait, comment elle le faisait, combien de temps et sous quelle forme. Mais il y a quelque chose de vraiment particulier dans cette histoire. Contrairement aux autres cas de cet épisode, la foule ici c'était pas quelqu'un de vraiment malveillant. C'était une grosse partie qui demandait le ban d'Amourante par conviction sincère que son contenu était problématique. Certains s'inquiétaient de l'impact du contenu sexualisé sur des audiences plus jeunes, et peut-être à raison. Certains avaient des griefs légitimes sur les guidelines de Twitch et leur application inégale par rapport au contenu d'Amourante. Et pourtant, Twitch lui-même n'avait aucun mécanisme en place pour détecter que tout ce que faisait Amourante était plus ou moins orchestré par son mari, un peu, comme elle le décrit, comme une marionnette. Et c'est même allé bien plus loin que ça parce qu'il y a eu des violences domestiques derrière l'écran qui ont été rapidement remontées au public. Et le 15 octobre 2022, c'est pas un journaliste qui a exposé la situation, c'est pas non plus une enquête, c'est pas non plus un rapport de police, mais c'est un stream qui a dérapé. La fameuse conversation téléphonique captée en direct devant des millions de personnes a tout lancé. Et grâce à cette conversation téléphonique, Amourante a pu récupérer sa liberté, elle a pu récupérer du support, son argent, enfin bref, c'était vraiment pour le mieux pour Amourante. La même foule qui, pendant des années, avait organisé des campagnes contre elle, s'est retournée. Pas toujours pour les mêmes raisons, mais le retournement a bien eu lieu. Et le problème, c'est qu'il a fallu qu'elle pleure en direct pour que ça arrive. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les 4 cas, plutôt pas facile à traiter, et surtout sur les angles que j'essaie de prendre à chaque fois, vous ont plu. Si c'est le cas, likez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Théo, ciao.